Donc la deuxième partie de ce colloque, le vécu des exilés en Europe, en France et à Orléans. Et donc on va traiter ça en deux parties. D'une part, on va d'abord donner la parole, alors on va inverser un petit peu l'ordre. On va d'abord donner la parole à Claire Rodier, qui est juriste au GISTI et qui est aussi auteur d'un livre qui s'appelle « Migrants et réfugiés, réponse aux indécis et aux inquiets ». Et elle est aussi, elle a écrit évidemment bien d'autres livres encore. Et puis on donnera ensuite la parole à Filippo Furi, qui fait partie de Migre Europe. Alors j'ai oublié de préciser que Claire Rodier est aussi à Migre Europe. Et donc Filippo Furi, qui est de Migre Europe, qui est chercheur anthropologue à l'Université de Montréal et à l'Institut Convergence Migration, et qui a travaillé aussi sur les villes refuges. Bon, ils vous expliqueront leurs travaux plus en détail. Donc, sans retard, on va démarrer pour deux exposés à la suite et on prendra les questions après les deux exposés, si vous voulez bien. Voilà, vous avez la parole. Et un micro. Merci beaucoup. Merci de nous accueillir ici. On va essayer de tenir notre temps de parole tous les deux. Moi, j'étais censée vous parler de l'accueil, ou plutôt du non-accueil des personnes exilées en France à partir de l'exemple de l'accueil des ressortissants ukrainiens, par contraste avec les d'autres personnes qui viennent demander protection à la France. Et l'actualité nous donne un exemple très caractéristique de ce contraste. Parce que si vous vous rappelez, François Héran l'a évoqué il y a moins d'un an, c'était au mois de février, plusieurs centaines de milliers, puis plusieurs millions finalement d'Ukrainiens fuyant l'invasion russe se sont précipités aux frontières de l'Union européenne, des pays de l'Union européenne. D'abord la Pologne, mais d'autres ensuite. Et à ce moment-là, la France a su en quelques jours mettre en place un dispositif qui était tout à fait à la hauteur des besoins de cette situation imprévue. C'était assez étonnant pour les membres d'associations et les militants qui ont l'habitude de travailler avec les exilés d'entendre ce qu'on a entendu à cette époque-là dans la presse et de la part des responsables politiques. Je ne sais pas si vous vous souvenez que le ministre Darmanin, le ministre de l'Intérieur, nous a dit mais la France est très accueillante, on peut accueillir jusqu'à 100 000 personnes réfugiées sur notre territoire et s'il y a besoin, on pourra encore faire de la place. On a entendu Marlène Schiappa, qui était à l'époque ministre déléguée auprès du ministre de l'Intérieur, nous dire que dès que des besoins seront exprimés par ces personnes, la France y répondra. Une chose intéressante aussi qu'elle a dit, cette même Marlène Schiappa, c'est parce qu'on lui posait la question, mais vous allez les répartir, comment vous allez faire dans les différents pays, parce que nous, en France, elle a dit non, pas question de répartition. Vous savez, ce sont des personnes libres, elles peuvent aller là où elles veulent. Et le dispositif qui a été mis en place, il reposait sur l'attribution immédiate d'un statut de protection temporaire, valable 1 an, renouvelable, n'empêchant pas de demander éventuellement le statut de réfugié en plus. C'était la possibilité de travailler immédiatement, le droit à un accompagnement social, la scolarisation immédiate des enfants, avec une grosse mobilisation à l'instigation du gouvernement avec les collectivités territoriales pour inciter les collectivités à dégager des moyens, des locaux, des logements pour accueillir les Ukrainiens
ukrainiens. Et bon, je passe sur la SNCF qui a offert des transports gratuits aux Ukrainiens sur seule présentation d'un justificatif de leur nationalité. Ça, c'était quand même assez exceptionnel. Et puis une incitation des citoyens à être accueillants avec les personnes. Et vous vous souvenez sans doute qu'il y a eu des initiatives spontanées de personnes qui voulaient accueillir des Ukrainiens, mais il y a aussi eu des incitations, un encouragement par le gouvernement à ce formidable mouvement de solidarité et d'humanité dont on nous a parlé à ce moment-là. Et là, d'ailleurs, tout récemment, le 17 novembre, est sorti un décret dont j'ai eu connaissance hier, qui institue une mesure exceptionnelle de soutien aux personnes physiques ayant mis à l'abri dans un hébergement ou dans un logement une ou plusieurs personnes physiques bénéficiaires de la protection temporaire, autrement dit d'Ukrainiens, puisqu'il n'y a que les ressortissants ukrainiens qui ont bénéficié de cette protection. Voilà, et qui prévoit donc qu'on peut demander un soutien financier pour avoir accompli cet acte de solidarité. Ça, c'était donc il y a 8 mois. Et puis, on a eu le lot commun de l'accueil des exilés sous les yeux, et beaucoup sous les yeux ces derniers 10 jours, puisque après un peu moins de 3 semaines d'errance en Méditerranée, le navire humanitaire Ocean Viking a pu débarquer puisque la France a accepté à titre exceptionnel d'en accueillir les passagers à Toulon. Donc 234 passagers, la France ayant bien fait remarquer qu'elle faisait ça à titre humanitaire, puisque l'Italie n'avait pas respecté ses devoirs. Filippo reviendra sur cette question-là. Mais on nous a tout de suite annoncé que ces migrants, pas ces réfugiés, ne pourront pas légalement rester sur le territoire national. Ils seront d'ailleurs, pour la plupart, ils seront tout de suite placés dans un centre administratif à Toulon, d'où ils ne pourront pas sortir, et ils ne sont pas légalement sur le territoire. Et éventuellement, ceux qui seront accueillis comme admis à déposer une demande d'asile en France. Parmi ceux-là, on n'en gardera qu'un tiers. Les 2 autres tiers seront autoritairement relocalisés dans 9 pays de l'Union européenne sur la base d'un accord, une sorte d'accord conclu au mois de juin dernier. Donc, à la fin de l'accueil, entre guillemets, de ces migrants, une zone d'attente a été créée en urgence sur le port de Toulon, et toutes les personnes, ces 234 personnes, ont déposé une demande d'asile et ont été immédiatement enfermées sous surveillance policière. Alors, comment s'est passé cet accueil? Vous avez vu des images. On a d'abord vu qu'ils étaient dans un centre de vacances, un centre réservé à l'accueil de vacanciers, centre social. Beaucoup de policiers. On a eu un petit peu d'informations qui nous ont été rapportées par les membres d'associations qui ont accès aux zones d'attente, notamment c'est l'Association nationale d'assistance aux frontières pour les étrangers, l'ANAFE, dont pas mal de représentants ont été présents, notamment tout le week-end dernier, mais un peu plus ensuite, et ont expliqué que alors les conditions matérielles étaient meilleures en tout cas que par exemple dans la zone d'attente de Roissy-Charles de Gaulle, qu'ils connaissent bien, mais que les conditions d'accueil au sens juridique et administratif du terme était plus que acrobatique, puisque ces personnes sont d'abord allées à leur débarquement, ont d'abord eu un entretien avec la DGSI, des services de police, puis ont vu assez rapidement des médecins, des infirmiers. On leur a expliqué aux membres de l'ANAFE qu'il y aurait pour les médecins, on ferait venir le SAMU si nécessaire. Et puis ensuite, ils ont été placés donc dans ce centre de vacances. Et là,
tout de suite ont été mis en place des entretiens pour évaluer si ils voulaient, enfin pour tous ceux qui voulaient demander de l'asile, et c'était le cas de tout le monde, pour évaluer si on pouvait les admettre sur le territoire au titre de l'asile, puisque comme le ministre de l'Intérieur l'avait dit, ils ne sont pas en France. C'est un examen d'évaluation de leur possibilité d'accéder au territoire français. Et ces entretiens se sont faits très rapidement. Donc les personnes étaient débarquées depuis à peine 48 heures, sous des tentes, en plein air, avec des agents de l'Office français pour la protection des réfugiés et des apatrides, de l'OFPRA, qui ont été dépêchés en urgence, sans interprète physique, mais avec des interprètes par téléphone. Et d'après ce que nous ont rapporté les membres de l'ANAFE, on entendait tout l'entretien, puisque les interprètes étant au téléphone, on mettait le haut-parleur pour que la personne interviewée puisse entendre. Et comme ça se passait dans des petites tentes à l'extérieur, tout le monde profitait des entretiens, de l'interprète, voilà. De la même façon, quand on leur a donné la réponse de l'administration, du ministère de l'Intérieur à leur demande d'admission sur le territoire, après donc l'avis qui avait été donné par l'agent de l'OFPRA dans les conditions dont on vous parle, ce qui s'est passé 24 heures après, pour les personnes à qui l'asile était refusé, l'admission au titre de l'asile était refusée, on a mandaté un policier qui réunissait 8 personnes de même nationalité, un interprète au téléphone, le policier avec le téléphone haut-parleur pour les 8, et l'interprète étant chargé de dire exclusivement refus d'asile, tribunal demain. Et le policier n'ayant aucune autre information à donner à ces personnes, au mépris du droit, mais je vous passe le mépris du droit répétitif pendant cette courte période, dont le résultat est d'ailleurs qu'au jour d'aujourd'hui, pratiquement toutes les personnes, qu'elles aient été admises sur le territoire dit de l'asile, à peu près une soixantaine, ou les autres à qui l'admission sur le territoire a été refusée, sont passées devant le tribunal de Toulon, puis devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, et toutes ces personnes, pratiquement, ont été mises en liberté par les juges, non pas sur le fond de leur demande d'asile, qui n'était pas l'objet de cette audience, mais simplement sur les conditions du maintien en zone d'attente. Soit dit en passant, le gouvernement continue à affirmer, vous l'avez peut-être entendu, qu'une quarantaine ou 44 personnes seraient expulsées du territoire français. Darmanin l'a encore redit hier, je l'ai encore vu ce matin dans la presse, et il reste aujourd'hui 13 personnes en zone d'attente à Toulon, et probablement ces 13 personnes seront mises en liberté également à cause des erreurs de procédure. Je me suis un peu attardée sur les conditions d'arrivée des rescapés de l'Ocean Viking pour montrer ce que c'est que l'ordinaire de l'accueil des exilés, parce que ce qui s'est passé au port de Toulon, qui a été très visibilisé par le périple invraisemblable de ces personnes auparavant, c'est ce qui se passe tous les jours en zone d'attente, c'est-à-dire des procédures expéditives, des gens qui sont systématiquement enfermés. On arrive, on demande l'asile, on est enfermé. C'est la loi française. Donc c'est la méthode classique. Et c'est ce qui différencie l'arrivée des exilés, des réfugiés ukrainiens et l'arrivée des migrants du bateau. C'est précisément, on a appliqué pour les Ukrainiens une directive européenne qui date de 2001. François Héran en a parlé, qui prévoit qu'en cas d'afflux massif de personnes qui ont besoin de protection, les États européens s'organisent pour appliquer un mécanisme de protection temporaire assorti d'une facilitation à l'installation et qui est placé sous le signe non seulement pas de la détention, mais de la libre circulation. C'est-à-dire que ces personnes peuvent aller n'importe où en Europe. Au contraire, dans le cas des rescapés de l'Ocean Viking, c'est le droit normal qui a été appliqué. C'est ça la norme en France, sur la base de la loi française, mais aussi d'une politique européenne, une politique d'immigration et d'asile, qui est principalement axée sur l'objectif d'éviter l'arrivée de réfugiés sur son territoire. Cette politique, elle se cherche depuis un peu plus de 20 ans entre pays européens. On peut la décliner en gros en 2 volets. D'une part, un volet interne
définir une politique d'asile à l'intérieur de l'Union européenne, avec la recherche de la mise en place d'un système unifié qui permette la répartition de la charge de l'asile, du fardeau de l'asile entre les États membres, au nom d'un principe de solidarité. Donc une quête qui est absolument vaine. Il n'y a aucune solidarité entre les États membres, rien ne fonctionne. Et ensuite, il y a un volet externe qui organise la mise à distance des personnes susceptibles de gonfler les rangs de ce qu'on appelle l'immigration subie, mais alors que c'est normalement la conséquence directe pour les États membres de leur engagement et du fait qu'ils aient ratifié les conventions internationales et notamment la Convention de Genève sur les réfugiés. Et donc cette politique, ce volet externe, il repose d'une part sur la mise en place de dispositifs de surveillance aux frontières, notamment en mer, pour empêcher leur franchissement, et d'autre part sur un partenariat avec des pays dont certains sont producteurs, entre guillemets, de réfugiés, pour inciter ces pays à faire un cordon sanitaire pour que l'Europe n'ait pas à accueillir. Ce droit normal appliqué aux rescapés de l'Ocean Viking, mais qui est celui qui est appliqué quotidiennement à toutes les personnes qui arrivent aux frontières françaises sans disposer des documents nécessaires, c'est enfermement, traitement expéditif des demandes d'asile et de toute autre sorte de besoins d'ailleurs, et orientation autoritaire. Alors, dans le cas de l'Ocean Viking, ils vont essayer, je pense qu'ils n'y arriveront pas, à les envoyer dans d'autres pays de l'Union européenne, au nom du principe de solidarité. Mais l'orientation autoritaire, c'est le traitement des demandeurs d'asile que celles et ceux qui en accompagnent ça connaissent, c'est-à-dire que vous faites une demande d'asile et on vous dit, tu vas là, et si tu ne vas pas là, qui peut être très loin de tes amis, des associations qui t'ont aidé, etc. Si tu n'y vas pas, tu perds les droits qui accompagnent, les maigres droits qui accompagnent le statut de demandeur d'asile. Ça fait très longtemps que les associations dénoncent ce traitement de gens qui sont désignés à l'opinion comme clandestins, comme migrants, avec cette notion très connotée qu'on attache à ce mot, et que elles demandent qu'on réponde de façon humaine et correcte et conforme au droit international à leurs besoins. L'exemple de l'accueil des Ukrainiens nous montre ce qu'il est possible de faire. Il y a quelques années, on nous disait, mais c'est impossible. On ne peut pas accueillir 100 000 personnes, on ne peut pas donner un logement à tout le monde, on ne peut pas donner le droit du travail. Et c'est exactement ce qu'on nous a montré qu'il était possible de faire en France, même si c'est pour un nombre très réduit, comme l'a dit François Héran, par rapport à d'autres pays. Mais en tout cas, on a vu que c'était possible. Et donc maintenant qu'on a vu que c'était possible, il me semble que nous sommes d'autant plus légitimes à le réclamer, cet accueil inconditionnel, cette mise à l'écart de tout dispositif coercitif, offrir un temps aussi aux gens pour se poser avant de les pressurer tout de suite pour leur demander qu'est-ce que tu veux, d'où tu viens, dans des conditions qui ressemblent à un interrogatoire policier. Voilà. Et enfin, c'est aussi une réclamation des associations, éviter toute gestion autoritaire de la mobilité de ces personnes qui viennent et qui ont aussi des aspirations, des attentes, des besoins, des envies, des amis, pour qu'on ne les place pas n'importe où comme des pions, au moins si on ne les expulse pas. J'ai un tout petit peu dépassé mon temps, je t'en laisse. Bonjour à toutes et à tous. Merci Claire. Et là, tu as déjà dit pas mal de choses, donc je vais essayer de rajouter en fonction d'une première partie, d'une première analyse déjà de ce qui est le dispositif de la gestion de l'asile à l'intérieur. Deux petits mots. On a demandé de présenter 3 cartes qui font partie de l'Atlas Migrer-Europe, pas celui qui vient de sortir sur la liberté de circulation, mais les précédents sortis entre 2017 et 2018. Et juste pour vous expliquer ce qui fait Migrer-Europe, c'est un réseau des chercheurs et d'associations dont les GISTI, les FASTI, l'ANAFE et plein d'autres associations européennes et africaines font partie, qui travaillent sur l'analyse des politiques migratoires de l'Union européenne et avec une approche critique. Et on utilise pour analyser ces politiques, notamment une approche cartographique. Et juste vite fait pour vous
présenter un peu, on a parlé beaucoup de la narration et de comment on présente les choses. C'est beaucoup plus facile de dire un peu n'importe quoi que de dire la vérité. Bon, ça c'est un exemple assez clair, c'est-à-dire la presse européenne a montré pendant, ça c'est par rapport à la crise des Syriens évidemment, c'est les vieux atlas. Ça c'est un peu la narration européenne. C'est-à-dire les pays européens faisaient des gros cercles sur l'Allemagne, sur la Suède pour dire quand même nous on accueille comme pays européen. Après nous avec la même iconographie, avec le même langage cartographique, on a dit ok, et si on élargissait, la réalité c'est ça, c'est-à-dire que la plupart des personnes sont restées ailleurs et du coup l'Union européenne a accueilli une portion infime, disons des personnes assez réduites des personnes qui auraient pu être accueillies. La deuxième carte. Ça, c'est une autre carte. Bon, on revient un peu sur les discussions, mais c'est pour vous donner une proportion géométrique. Les petits carrés, c'est les personnes qui sont accueillies entre demandeurs d'asile et réfugiés, et les autres, c'est la population. Et ça, c'est l'Union européenne. Et à l'intérieur, on a choisi de mettre des petites affirmations qui justifient la réduction des politiques, de l'ouverture de l'Union européenne pour des mesures diverses et variées. Bon, vous pouvez les trouver. Bon, on ne peut pas accueillir toute la misère du monde, etc. Mais c'est un dispositif rhétorique et spectaculaire qui est mis en place, mais la réalité, c'est assez différente. Et la troisième carte, s'il vous plaît. Bon, ça c'est encore sur la narration et on revient sur la Méditerranée, c'est-à-dire si vous écoutez Frontex, qui est l'agence des frontières extérieures de l'Union européenne, elle produit des cartes comme celle que vous voyez en rouge là-haut, qui vous dit que l'Union européenne est envahie par un nombre monstrueux de personnes tellement énorme qu'on ne voit même pas la Sardaigne, qu'on couvre vraiment, et c'est une flèche rouge qui vous met en alerte, etc. Avec Migreurope, on a essayé de retracer un parcours individuel qui vous montre la complexité, la longueur temporelle et la complexité spatiale d'une trajectoire X de migration. Donc ça, c'est juste pour vous montrer un peu le travail que Migreurope fait. Et là, je reviens un peu à ce que tu disais. Je pense qu'on peut la laisser comme ça, comme monitor. Et moi, je voulais juste évoquer 3 points avec vous. Un qui serait Toulon versus Catane. Le deuxième qui concerne l'Union européenne et la notion d'externalisation concernant l'asile. Et le troisième, ce serait plutôt Marseille versus Toulon. Et je vous dirai pourquoi. Le premier point, c'est Toulon versus Catane. Est-ce qu'on est en train de parler de Toulon versus Catane ou plutôt, comme vous savez, c'est plutôt un débat entre France et Italie. C'est un débat entre France et Italie qui est assez paradoxal, c'est assez comique, c'est-à-dire qu'il y a un débat interne qui se base sur des enjeux qui sont liés à une tension sur la gestion de la migration et plein d'autres choses qui durent depuis très longtemps. Donc, on n'a même pas besoin de le rappeler. Et ce qui est ambigu, c'est que, si vous voulez, à partir de 2020, comme Claire le rappelait, avec le pacte de l'Union européenne sur la migration, on parle de solidarité. Alors que les organisations se sont tournées, c'est intéressant, ils parlent de solidarité. Mais finalement, ça nous a, après peu de temps, on s'est rendu compte que la solidarité, c'était une solidarité entre États pour essayer de se partager le problème et qu'il y a une ligne commune, c'est-à-dire moins de personnes arrivent à rentrer en Union européenne, mieux ça sera, mieux on pourra être solidaire, grosso modo. Donc, ce que la France, à un moment donné, rapproche à l'Italie, dit ça c'est un coup bas, un mauvais coup de l'Italie, mais on continue parce qu'on s'est promis quand même qu'on va maintenir un niveau de solidarité qui est un peu fondant, qui fonde un peu ces pactes. Il y a des discours un peu ambigus sur l'avancement de ce pacte. Des représentants de l'Union européenne, on les a entendus il n'y a pas très longtemps au Sénat nous dire que le pacte avait été approuvé, mais finalement, ce n'est pas vrai. Il y a eu le pacte s'est transformé en une négociation continuelle, donc c'est un processus. Donc ils arrivent à prendre un accord sur un certain nombre de petites choses et pour pouvoir renégocier les suivantes. Donc c'est un processus qui est basé sur cette idée de solidarité mais qui est encore basé sur une relation et comme une dimension volontariste.
C'est-à-dire qu'il faut que les autres États acceptent. Bon, comme tu disais, d'un côté, on ne peut pas déplacer une personne si elle ne veut pas être déplacée, mais de l'autre côté, les États reçoivent seulement s'ils veulent. Donc il doit y avoir un accord réciproque, ce qui est un peu le nerf de la guerre par rapport à cette dispute Italie-France. Si vous voulez, alors je suis allé un peu chercher les chiffres parce que je me suis dit c'est quand même assez intéressant la narration qu'en Italie on fait sur la migration. L'Italie c'est les seuls pays, on nous a laissés seuls, etc., etc. Alors l'Italie est bien un pays d'arrivée et c'est objectif. Si vous voulez les chiffres qui nous disent, bon, en 2022 les arrivées sont 90 000 en Italie, 26 000 en Espagne, 13 000 à Chypre et 7 000 en Grèce. Donc, bon, vous pouvez imaginer qu'il y a une variation en fonction des politiques d'externalisation. On parlait il y a moins de personnes qui arrivent en Grèce parce qu'il y a les accords avec la Libye, etc. Mais si on regarde les autres chiffres, on se rend compte que l'Italie, par exemple, est un pays de transit, donc d'arrivée, mais pas de destination. Alors, toujours pour les premiers 5 mois de 2022, l'Italie a reçu 53 000 demandes d'asile, la France, elle en a reçu 120 000, l'Allemagne 190 000 et l'Espagne 65 000. C'est-à-dire que, ok, on n'est pas le pays où les personnes souhaitent arriver. Donc toute la narration même faite par l'Italie vis-à-vis de cette question, on est sacrifié, etc., ben, elle est relative. Donc l'idée, c'est de relativiser un peu ça. Cette dispute franco-italienne qui s'est manifestée sur des espaces frontières, sur des lieux frontières, sur 2 ports, nous amène à passer à la deuxième question, qui est selon moi un peu la centrale dans cette discussion, c'est-à-dire la dimension externe de la gestion de l'asile, de la migration et de l'asile. Si vous voulez, il y a eu une tension entre la France et l'Italie, mais du point de vue de l'Union européenne, tout s'est bien passé. Grosso modo, tout s'est bien passé parce que si vous regardez comment fonctionne un hotspot et comment fonctionnent les dispositifs qui ont été mis en place à Toulon dans une base militaire, avec la création d'une zone d'attente temporaire comme les hotspots mobiles qui sont mis en place à Catania, par exemple, où il n'y a pas un hotspot physique. Du coup, c'est une création temporaire qui est mise en place, mais c'est la même chose. C'est-à-dire qu'on est juste, on a vécu en France ce qu'on a vécu en Italie pendant longtemps, c'est-à-dire la matérialisation d'un dispositif de frontières qui fonctionne, comme Claire le disait très bien, en triant les personnes, essayant de trouver, identifier tout de suite, au plus vite, les personnes qui sont mises tout de suite dans un parcours d'expulsion et du coup, via les centres de rétention administrative, etc., et qui sélectionne les personnes qui, elles, pourraient être potentiellement admissibles à une procédure d'asile. Si vous regardez l'évolution des critères de sélection des personnes, disons, qui peuvent avoir accès à l'asile, donc à la protection internationale, vous voyez comment il y a une réduction progressive de ces catégories et qu'on va toujours vers une vulnérabilisation. Genre, on choisit les vulnérables, donc on construit cette catégorie de demandeurs d'asile toujours en la réduisant, mais ça on pourra rentrer dans la discussion plus tard si vous voulez. On revient au fonctionnement de ce qui s'est passé à Toulon, mais ce qui s'est passé à Catania. C'est-à-dire à Toulon, vous avez eu un cas, il y a eu 2 autres cas identiques qui se sont passés à Catania avec la Geo Barents, qui est le bateau de MSF, et un autre bateau humanitaire qui s'appelle Humanity One. Les 2 ont été soumis à un contrôle dans lequel l'État italien a essayé de forcer un peu la dimension de la norme, non, de débarquement des personnes, en disant qu'ils allaient faire descendre que les personnes fragiles, donc alors encore un critère de vulnérabilité, une raison sanitaire derrière tout ça, et que le reste des personnes était ça c'est les mots du ministre des Affaires intérieures, qui était celui qui a aidé Salvini à écrire ses décrets il y a quelque temps, a dit les autres, c'est un changement résiduel et on devrait les amener à un nom international.
Okay, donc ça, c'est de l'aberration totale. Alors, pourquoi il faut revenir un peu sur ces questions? Parce que effectivement, la dimension des contrôles de frontières, dès que l'externalisation, de repousser toujours point à ces personnes, c'est un peu le gros de problème. Avec Migreurop et avec plein d'autres collègues, on a analysé différents volets, si vous voulez, de cette dimension. Qu'est-ce que c'est les fonds fiduciaires d'urgence pour l'Afrique et quels sont disons, les engagements, les obligations auxquels les pays tiers doivent soumettre pour en bénéficier. On peut penser effectivement au Global Compact for Migration et après à la dimension externe du pacte européen qui pose énormément de problèmes aussi. Et on peut penser à Frontex. Frontex, c'est un dispositif qui reçoit de plus en plus d'argent pour avoir de moins en moins de bateaux en mer et investir par exemple sur ce qui est le contrôle à distance avec des drones. C'est un des éléments qui, avec d'autres, produit une augmentation des morts, mais pas que des morts, des disparitions. Si vous voulez, moi, c'est un des champs de recherche sur lesquels je travaille. Ce qui est très inquiétant, c'est l'invisibilisation de ce qui se passe en Méditerranée. C'est-à-dire qu'on veut pas montrer le nombre de personnes disparues en train d'augmenter de façon énorme. Alors, il y a eu un travail du CICR qui nous a dit combien de personnes, combien de corps sont retrouvés sur les côtes nord de la Méditerranée. Il s'agit de 13% de corps par rapport aux chiffres de l'AIEM qui sont déjà des chiffres réduits par rapport à l'estimation faite par des autres. Donc, l'invisibilisation, le fait de ne pas montrer ce qui se passe, c'est quelque chose d'extrêmement grave et qui va toucher. Ça va toucher notamment les ONG en mer. C'est-à-dire que pendant qu'on s'en prenait à 2 ONG italiennes, 2 ONG à Catania et à SOS Méditerranée, il y a eu des débarquements en série, 2 bateaux commerciaux qui ont récupéré des personnes ou des personnes qui sont arrivées de façon autonome ou escortées par les gardes de côte italiennes et personne n'en parle. C'est-à-dire que ça aussi, c'est les doubles traitements par rapport à une forme un peu cachée, donc pas tellement visible de débarquement qui se passe en toute opacité, et le débarquement fait par des ONG qui sont en mer pour témoigner le fait que l'intervention, disons, les opérations de search and rescue, du CR de recherche et de sauvetage par les institutions, par les États, n'est pas menée à bien, et du coup, il faut avoir ces interlocuteurs. On parle d'externalisation, on a déjà parlé de la Libye, et donc on va pas continuer. Et je m'arrête tout simplement pour revenir vite fait sur une chose, sur 2 choses. Une chose, ce qui est important, c'est de remarquer, c'est la question du port sûr de débarquement les plus proches. Pourquoi? Parce que si c'est pas les plus proches, ça peut être Marseille, ça peut être Toulon, mais ça peut être aussi la Tunisie. Parce que si on fait passer les ports sûrs et plus proches, l'Union européenne est en train de se faire passer aussi cette discours comme quoi la Tunisie serait un port sûr et du coup serait les ports sûrs proches et du coup les gens pourraient être débarqués en Tunisie, ce qui veut dire qu'au-delà en plus de contrôle, on arriverait enfin probablement à externaliser aussi l'asile. Si on veut un peu aller loin, c'est pas du tiré du complot, genre ça a été déjà explicité à plusieurs reprises, c'est-à-dire si on arrive à démontrer que la Tunisie c'est un endroit sûr dans lequel on peut débarquer des personnes, et c'est les plus proches, mais là, donc l'idée c'est de travailler vraiment sur qu'est-ce que dit les droits maritimes internationaux et d'essayer de le faire respecter. Et pour l'instant, c'est l'Italie et Malte. Bon, il faudra revenir sur Malte pour garder, disons, pour rester sur cette vigilance sur cette question. 3e point, Marseille versus Toulon. 1 minute. Excusez-moi. Non, mais c'est important parce que je pense que c'est important parce que l'idée, c'est de rentrer aussi sur le local, sur ce qui se passe au niveau local. Marseille versus Toulon. Vous savez que la base de Marseille, la base des SOS Méditerranée est Marseille. Dans la narration des médias, on nous a dit le bateau est en train d'aller à Marseille. Moi, je voudrais savoir à quel moment SOS Méditerranée a été prévenu qu'elle n'allait pas à Marseille, mais elle allait à Toulon. Pourquoi je le dis? Parce que Marseille, SOS Méditerranée, Marseille, comme dans d'autres cas des liaisons entre 2 bateaux, des ONG et des organisations qui font de l'hospitalité, qui travaillent de l'hospitalité au niveau local,
Marseille fait partie, est rentré dans les réseaux d'Invita. Bon, toutes les villes, il y a un réseau des villes hospitalières en France, dont Marseille fait partie, qui aurait pu probablement essayer des, comment dire, pas forcer, parce que c'était pas une question de forcer le dispositif de mis en place des zones d'attente, mais témoigner une hospitalité, une forme de présence citoyenne, de soutien à ces personnes, qui n'a pas été possible à Toulon. Je veux dire qu'un autre niveau de débat, c'est vis-à-vis de l'incapacité, de la non-volonté des États de penser autrement l'accueil des personnes exilées, serait de revenir sur un accueil municipal. Donc il y a des réseaux qui se sont créés en France, comme Invita en France, Zeebrugge en Allemagne, il y a les villes espagnoles, il y a les réseaux des villes Eurosite, et il y a un projet intéressant qui se base sur la Carta di Palermo, qui est From the Sea to the City, qui justement pointe ce problème. C'est-à-dire, OK, il y a une liaison entre les bateaux ONG qui font de sauvetage en mer et les villes qui se disent des ports ouverts, des ports hospitaliers, des villes solidaires. Quel est le lien? Comment on peut construire un lien à ce niveau-là et faciliter une mobilité des personnes exilées entre villes solidaires et où est-ce qu'on va se frapper? On croise un dispositif qui est le dispositif frontalier à niveau des frontières externes dans les ports de débarquement ou des frontières internes, par exemple entre Italie et France. Donc ça, c'est une autre question. Et l'importance du travail local, des administrations locales et des sociétés civiles locales pour créer ces réseaux de solidarité entre villes, donc from the sea to the city, mais même entre ville et ville, from the city to the city, entre villes, ce serait une thématique à explorer, à discuter davantage et probablement à discuter avec les acteurs locaux de l'administration et de la société civile. Je vous remercie. Alors, on a le temps pour quelques questions. Je voulais savoir pourquoi on éloigne les réfugiés ou les personnes qui sont en attente d'avoir une réponse. Pourquoi on les éloigne des centres-villes? Pourquoi on les envoie dans des campagnes, je parle en France, très lointaines où il n'y a pas de moyens de circulation, pas de train, pas d'association. Et depuis quand on fait ça? Est-ce qu'on l'a fait pour les Syriens et les Afghans ou est-ce que c'est général? Depuis quand cette politique est en cours pour ne pas les voir au centre-ville des grandes villes? Merci. Alors, on ne peut pas dire que c'est une politique systématique d'ailleurs, mais c'est vrai qu'il y a eu un mouvement qui a commencé un petit peu après l'évacuation de la jungle de Calais, 2016, si je ne me trompe pas, pour la répartition des personnes qui étaient évacuées de Calais, qui étaient plusieurs milliers. Le choix qui a été fait à ce moment-là par le gouvernement, c'était d'installer des centres un peu partout en France et donc de réquisitionner des locaux, ou de mobiliser des locaux déjà existants qui pouvaient être dans des très petits villages, effectivement éloignés de tout. Mais c'était pas forcément un choix systématique d'éloignement. L'autre aspect, l'autre volet de la réponse à votre question, c'est qu'à partir de 2018, il a été inscrit dans la loi un système de répartition obligatoire des demandeurs d'asile qui ne peuvent pas se loger par eux-mêmes. Tous ceux qui ont besoin d'un hébergement doivent se soumettre à l'organisation d'un dispositif national d'accueil qui décide autoritairement que telle personne doit aller dans telle région.
Et donc, et dans telle région, elle est affectée à tel établissement, tel centre. Il y a toutes sortes de centres. Il y a le dispositif originel, c'était le centre d'accueil pour demandeurs d'asile, CADA, qui était vraiment spécifiquement dédié à cette population. Mais depuis pas mal d'années maintenant, il y a un processus de multiplication des dispositifs qui n'offrent de loin pas toutes les mêmes toutes les mêmes garanties en termes à la fois de confort, mais surtout de confort juridique que les CADA, et des centres qui sont des centres de transit, des centres provisoires, des trucs où les gens n'ont pas forcément envie de rester. Et ça, c'est un choix dans cette loi de 2018 qui a deux objectifs, c'est de maintenir les gens sous surveillance, enfin de savoir où ils sont, parce que c'est accompagné de tout un encadrement, y compris des gestionnaires de ces centres, pour savoir qui entre, qui sort, à quel moment, et sachant que si vous sortez un peu trop longtemps de ces centres, vous perdez tous les droits attachés au statut de demandeur d'asile. Le fait que ce soit réparti dans des endroits éloignés des centres-villes, à mon avis, c'est à la fois des raisons logistiques, où est-ce qu'il y a des endroits disponibles, etc. Donc, qui va qui va ressembler à d'autres types de préoccupations, où mettre les logements sociaux, pas en centre-ville parce que c'est trop cher, etc. Mais aussi à un souci effectivement, sans doute croisé de mise à distance. Là aussi, mise à distance des personnes pour que elles soient pas trop visibles. Il y a une question de visibilité de ces populations-là et elles soient éventuellement, dans la mesure où elles n'ont pas le droit de travailler, pas trop gênantes dans la vie sociale de la population. Je pense que ces deux objectifs, à la fois logistiques et puis on pourrait dire un peu stratégiques de gestion des populations indésirables, s'accordent dans ce choix-là. Voilà ce que je pourrais dire. Ça effectivement, ça entraîne des dégâts. Et ce qui est compliqué, si je peux me permettre encore un mot, c'est que dans la future loi que va nous proposer le gouvernement à partir de la rentrée 2023, enfin de janvier 2023, il est prévu une délocalisation et une régionalisation des instances de détermination de l'asile, c'est-à-dire de l'OFPRA et de la Commission nationale du droit d'asile. Pour certains, c'est une bonne solution pour répondre à la question que vous soulevez. Pourquoi on met les gens très loin, dans des endroits où ils sont loin de tout, et en plus ils sont très loin de l'endroit où ils doivent être examinés, donc ils doivent où leur demande d'asile doit être examinée. C'est un problème pour les gens et pour les associations qui les soutiennent. Il faut payer le voyage pour aller à Paris quand ils sont pas hébergés, etc. Et voilà. Donc certains trouvent que c'est une bonne solution, et d'autres craignent beaucoup cet éclatement des instances de l'asile, où on pourrait être jugé différemment à Brest ou à Marseille, ce qui est un gros problème aussi. Voilà, pour moi il n'est pas résolu, mais c'est une donnée encore à prendre en compte dans la question de l'éclatement de l'hébergement. Bonjour, merci pour vos deux interventions. Moi j'ai une question. J'aimerais savoir, par rapport à la politique migratoire, quelle est la place de la justice française et européenne par rapport à cette question, et selon vous, les bilans est-il positif ou négatif? Est-ce que le gouvernement prévoit des dispositifs qui permettent l'accès à la justice à toutes ces personnes qui viennent, ou voilà, c'est ma préoccupation. Merci. Alors, on pourrait faire une réponse à deux niveaux. Théoriquement, la loi française prévoit l'accès à la justice pour toutes les personnes, qu'elles arrivent sur le territoire, qu'elles demandent l'asile, qu'elles ne demandent pas l'asile. Tout est prévu sur le papier. Et en pratique, on pourrait constater, et je vais aller vite, donc je vais exagérer, que le traitement des exilés qui arrivent à la frontière, qui soient arrêtés près des frontières
où ceux qui font une demande d'asile, voilà, dans leur très grande majorité, s'inscrit dans le cadre d'un déni de justice, enfin, moi c'est mon point de vue, assez généralisé. C'est-à-dire que les voies de recours existent, mais si vous devez faire un recours dans les 48 heures, sans interprète, sans moyens financiers, que vous êtes, que vous n'avez pas de logement, vous vivez dans la rue, voilà, donc ça vous fait une belle jambe de savoir que vous avez 48 heures pour faire un recours. Vous savez pas comment aller au tribunal, vous savez pas à qui vous adresser pour le faire. Donc il n'y a pas vraiment d'application concrète de ces droits qui sont écrits, inscrits dans la loi française. Et pour la loi européenne, c'est d'autres problèmes, mais il y a quand même un gros problème d'inaccessibilité, en fait, de non-accession à la justice, au droit, qui caractérise le système français et sans doute celui de pas mal d'autres pays. Oui, j'avais une question à propos de la protection temporaire accordée dans des conditions, disons, décentes aux Ukrainiennes et aux Ukrainiens il y a quelques mois, ce que vous avez d'ailleurs mentionné. Comment s'expliquer que cette protection temporaire n'ait pas été accordée en 2015 aux Syriennes et aux Syriens, par ailleurs relativement bien accueillis, comme on l'a vu tout à l'heure, en Allemagne, et en pensant que la population de la Syrie, de même que la population de l'Ukraine, a été soumise en particulier aux bombardements dirigés par Poutine, des bombardements focalisés en particulier sur les écoles et sur les hôpitaux. Alors, on va essayer d'être court. Moi, j'aurai plusieurs réponses. Je pourrais faire comme François Héran tout à l'heure à propos de l'Allemagne. On a dit que parmi les motifs qui sont avancés pour dire pourquoi n'a-t-on jamais déclenché cette directive protection temporaire avant les Ukrainiens, une des réponses, c'est la première fois qu'il y avait des chrétiens de l'autre côté de la frontière. Ça c'est une des réponses qu'on a faites. Je sais pas jusqu'à quel point, voilà. Mais de fait, vous vous souvenez peut-être que dans les premiers passages de frontières où la Pologne a ouvert ses frontières vraiment à bras ouverts et a créé tout de suite des centres d'accueil, on a aussi tout de suite vu témoigner du traitement différent des gens supposés ukrainiens et des gens qui apparemment n'étaient pas ukrainiens. Pour les policiers polonais, c'était les Noirs qui se sont fait, pour certains, mettre en centre de rétention dès l'arrivée, donc seulement au faciès. Donc il y a ça n'explique pas toute la différence et tout le non-accueil des Syriens en 2015. Je pense qu'il y a plein d'autres facteurs, mais je suis sûre que j'aurais pas le droit de rentrer plus dans les détails, donc je m'arrête. Non, comme le dit Claire, il y a eu des personnes qui étaient étudiantes, etc., en Ukraine, qui sont parties pour la même raison d'Ukraine vers l'Union européenne et qui se sont fait mettre à rétention. Donc ça, c'est quelque chose qui prouve qu'il y avait un déterminant, disons, visuel sur ça. Et l'autre chose qu'il fallait retenir, c'est que la demande d'ouverture de cette d'application de cette directive avait été faite par l'Italie et Malte déjà en 2011 lors des printemps arabes et personne n'avait dit c'était pas pertinent, quoi. Merci bien pour vos interventions. On va passer aux exposés suivants.